Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'actualité internationale. Les titres. Candidature à l'ONU, Macky Sall reçoit un nouveau soutien. En Espagne, plus de 19 personnes évacuées ou confinées dans la région de Madrid à cause du pire incendie de son histoire. Et enfin, à La Haye, le procureur de la CPI, Karim Khan, a été destitué par les États membres. Toujours un plaisir de vous retrouver, chers amis internautes. Au Niger, les avocats du président déchu Mohamed Bazoum exige ce vendredi sa libération immédiate et sans condition. L'ancien chef de l'État et son épouse Adiza sont détenus depuis le 26 juillet 2023 dans une halle du palais présidentiel à Niamey au lendemain du coup d'État militaire qui les a renversés. La défense dénonce des conditions de détention illégales et appelle les autorités de transition à respecter l'état de droit. Suivons ensemble. 3 ans après son renversement et sa mise en détention par l'armée, l'ex-président du Niger, Mohamed Bazoum, est toujours détenu à Niamey. Les avocats du chef d'État déchu ont appelé vendredi à sa libération immédiate. Mohamed Bazoum et son épouse Adiza sont détenus dans une aile du palais présidentiel de Niamey, et ce depuis qu'une junte dirigée par le général Abdourahmane Tiani a pris le pouvoir au Niger le 26 juillet 2023. Les avocats ont indiqué que le couple n'avait pratiquement eu aucun contact avec le monde extérieur et n'avait reçu aucune visite de sa famille au cours des 3 dernières années. L'Union européenne, des experts de l'ONU et des dirigeants internationaux ont également appelé à sa libération. Quelques mois après le coup d'État, la junte avait déclaré qu'elle avait l'intention de traduire M. Bazoum en justice, l'accusant de trahison et d'avoir comploté contre la sécurité et l'autorité de l'État. À ce jour, aucune procédure n'a été officiellement ouverte contre l'ancien président. Autre information à présent, au Mali, l'ancien patron des services de renseignement, le colonel-major Kassoumou Goïta, a été condamné à 15 ans de prison pour un complot contre le gouvernement. Le verdict rendu à l'issue d'un procès marqué par des accusations de corruption et de torture visant la junte au pouvoir relance les débats sur la justice et la gouvernance dans le pays. Les précisions dans cet élément. Il est clair que cela révèle essentiellement des divergences parce que vous savez, au Mali, le patron des services de renseignement, c'est la 4e voire 3e personnalité de l'État. Donc, celui qui parle était au courant des affaires. Et donc, le colonel qui était condamné à 15 ans de prison comme d'autres explique que la principale divergence, c'était sur la durée de la transition. Il dit qu'il suivait la ligne du président de transition de l'époque, M. Bamdao, ajoutant de son premier ministre Mokhtar, et que l'objectif était de sortir de la transition, d'organiser des élections rapidement, mais que l'actuel junte ne voulait pas entendre parler de fin de la transition, que l'actuel junte voulait s'éterniser au pouvoir. Donc, divergence très importante, en tout cas, au vu de ce qu'il a déclaré publiquement devant le tribunal. Ensuite, vous l'avez dit, il a parlé de torture, alors que le principe, c'était d'instaurer la démocratie. Il a parlé de détournement de fonds. Il allait plus loin en parlant de milliards de francs CFA renvoyés hors du Mali. Donc, ce sont des accusations assez graves qui prouvent quand même que, après le coup d'État de 2020, il y a eu des divergences, il y a probablement toujours d'ailleurs des divergences entre ceux qui ont pris le pouvoir. Serge, cette affaire intervient dans un contexte sécuritaire particulièrement tendu au Mali. Cette condamnation risque-t-elle d'alimenter les critiques contre les autorités de transition ou au contraire de renforcer leur contrôle sur l'appareil d'État ? Plutôt des critiques d'abord, plutôt essentiellement des critiques parce que de l'avis de plusieurs personnes interrogées, ce procès a quand même un goût d'inachevé. Vous avez quand même le principal accusateur, celui qui aurait dénoncé tout ce groupe de conspirateurs qui à la barre devient amnésique. Il ne reconnaît même pas le colonel, le patron des services de renseignement. Il ne reconnaît plus les personnes comme s'il n'avait pas affirmé ce qu'il avait dit qu'il avait affirmé, par exemple. Vous avez quand même des
les avocats de la défense qui ont décidé d'ailleurs de faire appel à ce procès en disant que tous les droits de la défense n'ont pas été respectés et qu'ils contestent toujours la décision, le verdict qui a été prononcé à l'issue de ce procès qui a duré près de 10 jours. La candidature de l'ancien président sénégalais Macky Sall au poste de secrétaire général des Nations Unies reçoit un nouveau soutien. Le groupe alternatif pour le renouveau africain a officialisé son appui ce vendredi lors d'une conférence de presse. Le mouvement africain s'ajoute ainsi à la liste des organisations qui plaident pour la nomination du Sénégalais à la tête de l'ONU. Suivant à présent. Il est perçu comme étant le candidat de l'Afrique au poste de secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. L'ancien président sénégalais Macky Sall, fort de ses années d'expérience, draine déjà du monde autour de sa candidature. L'un de ses soutiens est le groupe alternatif pour le renouveau africain. Ce fils d'Afrique possède-t-il les qualités que ses fonctions exigent? Notre réponse est claire et sans ambiguïté. Oui. Parce que son parcours atteste d'une connaissance intime de l'État. Parce qu'il a exercé les plus hautes responsabilités de son pays. Parce qu'il a dirigé l'Union africaine à l'heure où le continent affrontait simultanément des crises sécuritaires, alimentaires, climatiques et politiques. Parce qu'il a porté la voix de l'Afrique dans les enceintes internationales. Si le candidat est actuellement en campagne et sollicite le soutien des gouvernants et des personnalités, ses chances de remporter cette élection semblent intactes. Soutenir cette candidature africaine ne signifie pas suspendre tout esprit critique, tant s'en faut. Cela signifie reconnaître qu'au-delà des débats nationaux, il existe un intérêt continental qui mérite lui aussi d'être pris en compte. C'est dans cet esprit que le groupe alternatif pour le renouveau africain, que j'ai l'honneur de présider, invite les gouvernements africains et tous ceux qui croient en une Afrique influente dans les affaires du monde à examiner cette candidature à la lumière de l'expérience du président Macky Sall, de sa vision et de ce qu'il pourrait apporter pour la place du continent dans le concert des nations. 6 candidats sont en lice pour le poste de secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Le Conseil de sécurité lance les votes à huis clos le 30 juillet prochain. En Tunisie, les autorités font face à une vague d'incendies sans précédent provoquée par une canicule exceptionnelle. En seulement 72 heures, près de 900 départs de feu ont été enregistrés à travers le pays, tandis que 2 importants incendies restent toujours actifs dans le nord-est, mobilisant d'importants moyens de lutte contre les flammes. Le reportage. La circulation a repris sur la route entre Tunis et Nabeul, mais la chaussée porte encore les traces de la colère des habitants. Mercredi, des citoyens ont manifesté ici pour protester contre les coupures répétées d'eau et d'électricité qui rendent leur quotidien insupportable, surtout en période de chaleurs extrêmes. Des coupures aux conséquences catastrophiques. Il y a 3 jours, l'atelier de Nadia Sassi à Dar Chaban était rempli de centaines de kilos de miel et de produits cosmétiques. Puis tout a brûlé. Plus de 10 ans de travail, d'investissement et de sacrifices, partis en fumée à cause, dit-elle, d'un court-circuit. Quand le courant est revenu, l'accident s'est produit et l'incendie s'est déclaré. Regardez ici. Ce sont les choses avec lesquelles j'ai commencé mon parcours. Et elles ont toutes disparu. Je ne sais pas si je serai capable de recommencer un jour. Il ne me reste plus rien. À 80 km de l'atelier de Nadia à Tunis, les coupures rythment aussi le quotidien des habitants. Pour ce boucher du quartier de Borj-Louzir, chaque heure sans électricité est une menace de plus pour son activité. Il faut préserver à tout prix le peu de viande fraîche qui lui reste. On est épuisé, vraiment épuisé. On ne peut plus abattre le bétail, nos activités sont à l'arrêt, les dettes s'accumulent et on est maintenant obligé de jeter nos marchandises lorsqu'elles se gâtent. Hier, le courant a été coupé en pleine journée, il n'a été rétabli qu'à 8 heures du soir. Alors est-ce que je vais devoir travailler la nuit ? Ces derniers jours, les bouchers ont jeté d'importantes quantités de viande, avariées à cause des coupures répétées. Pour limiter les dégâts, certains tentent désormais de s'organiser ensemble. Abattre une seule bête, partager les quantités et essayer de vendre toute la viande dans la même journée.
Pour les clients, c'est aussi la galère. Notre vie est devenue un véritable enfer. On souffre tous. On n'a même plus de pain à cause des coupures d'électricité. On ne peut plus acheter de la viande parce que les bouchers sont eux aussi en grande difficulté. Je suis agriculteur et j'ai été contraint de jeter la viande que j'avais achetée pour nourrir mes animaux parce qu'elle était devenue avariée. Avec la canicule, la consommation d'électricité, notamment de climatiseurs, a bondi. Sous forte tension et sans capacité de production accrue, le réseau électrique national n'a pas d'autre choix que d'opérer des délestages. Alors le pays tout entier vit au rythme des coupures, parfois 1 ou 2 heures, parfois bien plus, le tout sans espoir d'une amélioration. Ce vendredi 25 juillet 2026, à Kiev, des milliers d'Ukrainiens sont descendus dans la rue pour une mobilisation d'une ampleur inédite depuis 2022. Ils réclament la réintégration de l'ex-ministre de la Défense, Mikhailo Fedorov, présenté comme un réformateur indispensable par les manifestants. L'ancien ministre refuse pour l'instant tout autre poste au sein du gouvernement. Les protestataires, eux, annoncent qu'ils maintiennent la pression tout au long de ce week-end. Suivons à présent. Dans les rues de Kiev, un seul mot d'ordre, le retour de Mikhailo Fedorov à son poste. L'ex-ministre de la Défense de 35 ans est très apprécié par les jeunes Ukrainiens, qui le voit comme l'un des seuls ministres à vraiment agir contre la corruption. C'est le ministre le plus efficace que nous ayons jamais eu, qui n'a pas peur d'aller à la rencontre des gens et qui a véritablement mis en œuvre des réformes efficaces. Nous n'avons pas 6 mois de plus pour constituer une nouvelle équipe, mettre en œuvre de nouvelles réformes ou permettre au nouveau ministre de se familiariser avec son poste. Une popularité qui lui donne du poids dans les négociations avec Volodymyr Zelensky, qu'il a rencontré jeudi. Malgré le limogeage mardi de son rival Oleksandr Syrski à la tête des armées, Fedorov continue de refuser tout autre poste que celui de ministre de la Défense et veut réintégrer ses fonctions le plus vite possible. Le limogeage de Syrski n'était qu'une demi-mesure. C'était une bonne décision car elle a éliminé la cause profonde d'un problème. Mais nous voulons aussi un ministre de la Défense efficace. Nous n'avons pas uniquement besoin de Fedorov comme figure de proue. Nous avons besoin de Fedorov en tant que jeune réformateur. Et malheureusement, les postes proposés par le président ne confèrent pas suffisamment d'influence ni d'autorité pour faire avancer les réformes. De nouvelles manifestations en faveur de Fedorov sont prévues ce week-end en Ukraine. C'est l'un des plus importants mouvements de protestation dans le pays depuis l'invasion par la Russie en février 2022. En Espagne, dans la région de Madrid, plus de 19 personnes ont déjà été évacuées ou sont confinées ce vendredi. La présidente régionale Isabel Díaz Ayuso a qualifié cet incident de pire incendie de l'histoire de la région. Les flammes ont déjà ravagé 6000 hectares. Suivons à présent. Oui, la situation est en train de s'aggraver ici sur place. Nous avons reçu il y a quelques minutes plusieurs messages d'alerte nous demandant de quitter la zone rapidement puisque ici le feu progresse rapidement. On le sait, 6000 hectares ont déjà brûlé dans la région de Madrid. 19 000 personnes ont dû être évacuées. C'est le pire scénario, vous le disiez. Les 3 feux qui s'étaient déjà déclenchés il y a plusieurs heures ont fusionné déjà. Isabel Ayuso, la présidente de la communauté de Madrid, a présenté ce feu comme le pire incendie de la communauté de Madrid, les pires incendies de l'histoire de la communauté de Madrid. Et les vents n'arrangent pas les choses puisque le vent souffle jusqu'à 50 km/h ici. Alors bien sûr, ça complexifie le travail des pompiers ici sur place. Vous voyez derrière moi les fumées très importantes qui émanent de tous les côtés ici dans la région de Madrid. Ce matin, l'Espagne a demandé l'aide de Bruxelles. Elle a demandé que 4 appareils lui soient envoyés et ce sera le cas. 4 appareils vont être envoyés. Ils viendront de Grèce et d'Italie. Du côté de Burgo Hondo, une commune de Castille et Léon, une région limitrophe pas très loin d'ici, eh bien le feu lui aussi continue de progresser. 9000 hectares ont brûlé pour le moment et plus de 1500 personnes restent encore évacuées.
Évoquer à l'instant, Maud, le mécanisme de protection civile qui est donc activé lorsqu'un pays demande l'aide de Bruxelles. On sait aussi que les autorités espagnoles ont décrété l'état d'urgence national. Ça veut dire quoi? Ça implique beaucoup plus de moyens et d'effectifs mobilisés? Oui, c'est ça. Alors concrètement, ici en Espagne, il faut savoir que chaque région organise elle-même ses aides d'urgence. La sécurité civile, les urgences sont gérées directement par chaque région. Et maintenant que l'état d'urgence a été décrété, c'est toute la nation qui se mobilise contre les feux. Alors très concrètement, des militaires sont mobilisés pour venir aider. Ils viennent en renfort. Plus de 1100 militaires de l'unité militaire d'urgence sont actuellement mobilisés sur les feux. Le reste de l'effectif, 3500 militaires, restent en alerte au cas où eux aussi doivent être déclenchés. 650 membres de la Guardia Civile, l'équivalent de la gendarmerie, sont aussi au pied d'œuvre depuis hier déjà. Et cette mobilisation importante, elle est due, vous le disiez, à ce déclenchement d'urgence nationale qui a été déclaré hier à minuit suite à la demande de la présidente de la Communauté de Madrid, Isabel Ayuso. Merci beaucoup, Maud Petit-Jovet. Merci pour... Dernière information pour clôturer cette édition. À La Haye, le procureur général de la Cour pénale internationale, Karim Khan, a été révoqué ce vendredi par une large majorité des États membres. Une destitution inédite dans l'histoire de la CPI, décidée au terme d'une procédure lancée après des accusations d'inconduite sexuelle que l'intéressé conteste, suivant un extrait de vidéo. La Cour pénale internationale a destitué son procureur général. Karim Khan a été révoqué ce vendredi par les États membres de la CPI, réunis en session spéciale à New York. Selon des sources diplomatiques, 82 des 125 membres ont voté en faveur de son éviction. Une décision inédite. Jamais un procureur en chef de la Cour n'avait été démis de ses fonctions. Karim Khan était visé depuis près de 2 ans par des accusations d'inconduite sexuelle envers une collaboratrice. Des conclusions disciplinaires ont retenu une relation sexuelle inappropriée et un abus de pouvoir. Le magistrat britannique conteste ces accusations et dénonce une possible campagne de pression politique liée à ces enquêtes. En mai 2024, il avait demandé des mandats d'arrêt contre le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et des dirigeants du Hamas. Il avait également obtenu en 2023 un mandat contre le président russe Vladimir Poutine. Sa destitution intervient alors que la CPI est sous pression, notamment après les sanctions américaines visant plusieurs de ses responsables. Mesdames et messieurs, voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis et restez toujours fidèles au programme des AE TV. On se retrouve ce soir pour la grande édition.